Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pierre-Alexis Bombardier de chez Le Grand Prix Jolicoeur. Je suis avocat, je pratique principalement en droit de la copropriété divise. Je suis avec ma collègue, maître Francesca Lasarsa. Alors, bonjour à tous. Comme Maître Bombardier, là, je travaille chez Le Grand Prix Joli Cœur et ça fait plus de 7 ans là, que je pratique là, en propriété presque exclusivement, je vous dirais. Et on est accompagné aujourd'hui de Casey. Oui, donc merci beaucoup. Moi, c'est Casey Zoret. Je suis la cofondatrice de Rogico. C'est une entreprise qui se spécialise dans la gestion d'actifs. Donc, on réalise des études de fonds de prévoyance, on met en place des carnets d'entretien et on va un petit peu plus loin. On offre un outil de maintien du carnet d'entretien. Notre entreprise, en fait, on réalise des études de fonds de prévoyance et carnets d'entretien depuis 2018. Alors aujourd'hui, vous avez le panel complet, donc les professionnels pour les obligations du règlement et la professionnelle pour le contenu même des différents carnets d'entretien, études de fonds de prévoyance et attestations. Donc, évidemment, de un, merci d'être là. Je comprends que vous êtes là en grand nombre. C'est un règlement qui intéresse tous les acteurs de la copropriété divise au Québec et avec raison. Donc, je vous fais un petit rappel, mais évidemment, si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez déjà, mais quand même. Donc, 30 juillet dernier, donc il y a quelques jours, règlement qu'on attend depuis très longtemps, depuis 6 ans, 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, évidemment, règlement sur le projet de loi 16. Donc, on vient sanctionner le 11 décembre 2019 ce qu'on appelle la loi 28, projet de loi 16, où il y a un paquet de nouvelles obligations pour les syndicats de copropriété qui sont applicables. Reste une portion, et aujourd'hui qui est maintenant applicable à partir du 14 août, qui n'était pas encore applicable lors de l'application le 11 décembre 2019, qui aujourd'hui l'est. Et c'est de ça qu'on vous parle aujourd'hui, c'est ces nouvelles obligations-là. Donc, on vient boucler d'une certaine façon le grand chantier qui est le projet de loi 16, évidemment avec un nouveau règlement. Chose intéressante à mentionner, c'est peut-être pas la dernière fois, par contre, qu'on vous parle du projet de loi 16. En fait, assurément, c'est pas la dernière fois qu'on vous en parle, mais plus précisément, il va peut-être avoir d'autres règlements qui vont évidemment être produits et adoptés par le ministère parce que dans les différentes modifications qui ont été apportées aux articles du Code civil du Québec, on a plus particulièrement également relativement au registre des règlements possibles. Donc, si le législateur souhaite se pencher sur certaines questions, il peut le faire. Donc, le projet de loi 16 n'est pas encore clos au complet. Donc, quand on dit qu'on boucle la boucle, pas au complet. Il y a certaines choses qui sont encore possibles. Par exemple, on vient mentionner dans un des articles sur la consultation du registre, article qui est assez, je vais employer des termes peut-être durs, mais archaïques, où on vient prévoir une consultation du registre en personne. On ne vient pas nécessairement prendre, évidemment, compte de la réalité actuelle avec les OneDrive et tous ces autres outils-là pour, évidemment, tenir les registres de propriété qui sont plus nécessairement physiques, possibilité pour le gouvernement encore d'adopter un règlement pour des modalités de consultation. Donc, en fait, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que le projet de loi 16 n'est pas encore terminé, mais évidemment bien entamé et pour la plupart des aspects, bien complété. Donc, je viens de vous faire une petite introduction. Évidemment, ce que vous voulez savoir, là, vous êtes des acteurs en copropriété, vous vous demandez, moi, très bien, là, il y a un nouveau règlement, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mes obligations, administrateur, gestionnaire, copropriétaire? Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien à moi? Donc, première des choses, 30 juillet, adoption de ce règlement-là. Ce que ça veut dire, c'est que dans les 15 jours d'adoption du règlement, il y a une entrée en vigueur du règlement en question. Concrètement, il y a une obligation positive qu'il faut poser à titre de syndicat de copropriété le 14 août 2025, c'est l'attestation. L'attestation qu'il va falloir produire à titre de syndicat, le remettre à son vendeur, qui lui, par la suite, le remet à son prometteur acheteur. On en discutera un peu plus par la suite, avec ici Francesca, évidemment, mais c'est le seul acte positif le 14 août 2025 qu'il va falloir que vous fassiez. Tous les autres éléments qui font partie du projet de règlement, du règlement aujourd'hui adopté, il y a 4 axes principaux. Carnet d'entretien, étude de fonds de prévoyance, attestation du syndicat et protection des acomptes. Donc, chacun de ces 4 éléments-là, on va vous en parler peut-être plus brièvement pour le dernier qui est protection des acomptes, mais assez en détail pour les 3 premiers. On prend également vos questions après la demi-heure de présentation. Donc, je comprends que vous aurez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre, évidemment. Et dernière chose, peut-être vous faire part un peu du cadre juridique. Parce que si vous vous connectez, vous voulez évidemment entendre des avocats vous parler de la loi, du projet de règlement, un peu comprendre dans quelle structure ça se situe. Puis également, on va vous, moi et Francesca, et qui est ici également, vous parler de certaines obligations. Puis si vous avez lu le projet de règlement, vous allez vous dire, ben, il me semble que c'est pas dans le règlement, j'ai lu le règlement complet, puis ce qu'ils disent, c'est pas là. Ben, je vous explique la structure. La loi 28, ce qu'on appelle le projet de loi 16, est une loi qui vient modifier certains articles du Code civil du Québec. Projet de loi qui vient dire
possible qu'il y ait des règlements qui viennent préciser certains des articles du Code civil du Québec. Donc, projet de loi 16, loi 28, règlement aujourd'hui adopté. Dans ce règlement-là, il y a toutes sortes d'obligations, mais le projet de loi 28, le projet de loi 16, la loi 28 en tant que tel, vient prévoir également des obligations, dispositions transitoires qui sont applicables aujourd'hui. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est que c'est un corpus juridique important et c'est pas tout ce qui entre en vigueur le 14 août qui est dans le règlement nécessairement. Donc, soyez pas surpris si vous avez lu le règlement puis que c'était pas là. Si vous avez des questions par la suite, on vous dira où le trouver. J'ai avec moi tout mon recueil du projet de loi 16, le Code civil du Québec. On a tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions, mais c'est un peu le contexte juridique dans lequel on est. Alors, débutons par le début. Carnet d'entretien. Francesca, parle-nous-en. Exact. Donc, au niveau du carnet d'entretien, donc, ce que je vais vous parler, moi, c'est plutôt les obligations légales et je vais laisser là, Casey là, qui va venir vous parler vraiment du contenu, qui peut le faire et surtout là, de vous expliquer en fait à quoi ça sert. Mais essentiellement, le carnet d'entretien là, qui est obligatoire et en fait, vous avez 3 ans là, à partir du 14 août pour vous constituer d'un carnet d'entretien. Donc, c'est-à-dire que si le 15 août 2028, vous devrez avoir un carnet d'entretien. Maintenant, une des questions qu'on anticipe déjà, c'est de savoir, oui, mais OK, mais si moi, j'ai un carnet d'entretien présentement, qu'est-ce que je dois faire avec celui-ci? Si vous avez fait un carnet d'entretien à partir du 14 août 2023, il est encore bon pour 5 ans. Parce qu'il faut que vous sachiez que le carnet d'entretien, la validité, c'est 5 ans, mis à part là, certaines exceptions où on parle de 10 ans, et je vais vous revenir là, par rapport à ces exceptions-là. Mais sachez, là, pour la plupart des copropriétés, vous avez un 5 ans de validité au niveau de votre carnet d'entretien. Donc, si en date du 14 août, 14 août 2023, vous avez constitué un carnet d'entretien, sachez qu'il est encore valide jusqu'au 14 août 2028. Donc, pour ceux qui l'ont présentement, il est valide. Toutefois, vous devez vous assurer que le carnet d'entretien suit, en fait, là, les prescriptions de la loi, bien sûr. Donc, au niveau du carnet d'entretien, c'est quoi les objectifs? Ben, c'est de documenter l'état de l'immeuble et planifier les entretiens et les réparations. Il faut comprendre qu'un immeuble, c'est évolutif et ce n'est pas toujours les mêmes gens qui restent dans l'immeuble. Donc, ce carnet d'entretien-là vise à assurer une suite parce que c'est rare que les gens vont habiter au même endroit pendant 40 ans. Donc, les gens qui sont là depuis l'origine de l'immeuble et qui sachent exactement ce qui a été fait, c'est excessivement rare. Ce carnet d'entretien-là vise vraiment à assurer une continuité dans la gestion de l'immeuble et de s'assurer, en fait, de savoir c'est quoi les réparations qui ont été faites et de pouvoir facilement les identifier et suivre, en fait, je m'excuse de l'anglicisme, mais un tracking de ce qui a été fait. C'est vraiment ça. Et c'est très important. Puis Casey va vous parler un peu plus en détail du contenu, mais essentiellement, l'objectif, c'est vraiment de documenter l'état de l'immeuble. Maintenant, au niveau de le 5 ans ou le 10 ans que vous avez possiblement vu dans le projet de règlement, le règlement qui a été adopté, en fait, les personnes qui sont exemptées ou les copropriétés qui sont exemptées, il y a 3 immeubles qui peuvent être exemptés. La première, un immeuble contenant 8 unités, excluant bien sûr stationnement et garage. Donc, c'est vraiment 8 unités privatives. Si vous avez 8 unités privatives, vous pouvez faire ce carnet d'entretien-là aux 10 ans. Par contre, il y a quand même des révisions annuelles là, que je vais vous entretenir que vous devez faire. Puis, je ne vais pas te couper, Francesca, mais chose importante aussi par rapport à cette exemption-là, elle a une application sur le système d'équivalence. Donc, si vous avez fait votre carnet d'entretien, vous êtes une petite copropriété, c'est la même chose pour le système d'équivalence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous l'avez adopté, vous l'avez produit, ce carnet d'entretien-là, en 2024. Vous n'avez pas 5 ans pour en faire une vous avez 10 ans également. Exact. Ouais, je veux juste ajouter, oui, l'exemption, s'ils ont réalisé le carnet d'entretien, on va dire il y a 1 an, 2 ans, ils doivent respecter ce qui a été proposé dans le contenu ou dans la mise, en fait, la création initiale du carnet d'entretien. Donc, on parle de l'État. Donc, si l'État n'a pas été réalisé, l'état de la composante ou de l'inventaire dans le carnet d'entretien que vous avez reçu, par exemple, en 2024, à ce moment-là, il faudra s'y conformer pour le délai de 2028. Exact. Donc, il faut peut-être faire une révision du carnet d'entretien. Assurez-vous qu'il soit conforme à ce moment-là. Et après, oui, les délais sont valides pour 5 ans. Exact. Exact. Et la deuxième exemption pour le 5 ans et qu'on met maintenant sur 10 ans, c'est au niveau s'il n'y a aucune partie commune de l'immeuble qui n'est située dans un bâtiment. Souvent, ce qu'on va appeler, c'est des copropriétés de type horizontal. Donc, à ce moment-là, ce carnet d'entretien-là n'est pas nécessaire à tous les 5 ans, mais ça va être bien à tous les 10 ans. Et la troisième exemption, c'est au niveau des immeubles de 3 étages à partir du sol. Donc, si vous êtes, par exemple, dans un triplex, ben là, on est dans l'exemption de, bien sûr, 10 ans.
Et ensuite, au niveau de ce carnet d'entretien-là, ben, il y a une révision qui doit être faite de la part du conseil d'administration pour assurer, en fait, une mise à jour, si on veut, assurer une mise à jour au niveau du carnet d'entretien. C'est obligatoire. Ça doit être fait par le conseil d'administration et bien sûr, par rapport à la validité et à la disponibilité du carnet d'entretien, ce carnet d'entretien-là doit être disponible dans les 60 jours de l'obtention. Maintenant, au niveau de la disponibilité, est-ce que vous devez l'envoyer par courriel à tous vos copropriétaires? Non. Il doit être rendu disponible comme vous rendez disponible le registre de la copropriété. Maintenant, au niveau du contenu, je vais laisser le Casey vous entretenir par rapport à ce point-là. Merci. Donc, il y a deux volets au carnet d'entretien. Il y a la mise en place, puis après ça, il y a le maintien par le conseil d'administration. Donc, si on pense à la mise en place, donc vous êtes prête à octroyer le mandat à un professionnel. Qui sont ces professionnels qui peuvent mettre en place le carnet d'entretien? Ils ont été établis, donc on les a mentionnés dans le règlement officiel. On parle des membres d'un ordre professionnel en bâtiment, donc membres d'un ordre professionnel des ingénieurs du Québec, les évaluateurs agréés, les architectes ou les technologues. Ce qui a été précisé également, ça ne peut pas être, par exemple, une personne qui est impliquée au niveau de l'administration du syndicat. Donc, ça peut pas être un administrateur, même s'il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il ne peut pas faire sa propre étude, son propre carnet d'entretien. Et c'est le même principe là, pour vos gestionnaires. Donc, c'est important qu'ils ne soient pas impliqués dans l'administration du syndicat. Et ici, même pas un copropriétaire. Donc, c'est pour que ce soit un tiers à la copropriété qui effectue effectivement. Donc, il ne doit pas être, c'est ça, il ne doit pas avoir de conflit au niveau de l'administration du syndicat. Par la suite, au niveau de la mise en place, donc votre professionnel, ce qu'il devrait faire, c'est venir à l'immeuble. Il doit faire un inventaire de tous les équipements, des matériaux de votre syndicat de copropriété. Donc, il devra consulter votre déclaration de copropriété pour établir les parties communes et les parties communes à usage restreint, dont les équipements que le syndicat est responsable d'entretenir. On en a parlé tantôt, mais ultimement, l'objectif du carnet d'entretien, c'est de préserver le bâtiment, donc réaliser les entretiens nécessaires pour s'assurer qu'on prolonge la durée de vie de vos équipements. Une fois qu'il vient à l'immeuble, il doit établir l'état, l'inventaire et après ça, proposer le programme d'entretien. Quand il propose un programme d'entretien complet, il doit également proposer la fréquence à laquelle ces entretiens doivent être réalisés. Donc, le syndicat de copropriété va recevoir son programme d'entretien et là vient le volet maintien du carnet d'entretien. Et on le précise dans la réglementation, dans votre carnet d'entretien, donc c'est vivant, il faut non seulement connaître le programme, mais il faut aussi garder un répertoire, donc une historique complète de tous les entretiens que vous réalisez pour prouver que vous maintenez votre copropriété en bonne santé. Également, qui est ici, si je ne me trompe pas, il y a également une portion où lorsqu'on ne fait pas les travaux qui sont recommandés, qui doivent être faits, il faut l'expliquer pourquoi. Exactement. Donc, dans l'attestation, par exemple, ils vont vous demander le registre de toutes les réparations courantes, des entretiens qui ont été réalisés. Et si ça n'a pas été réalisé, il faut au moins justifier, dire que ça a été repoussé, prévu, ou du moins être capable de noter la raison pour laquelle ça a été repoussé. Mais ça demeure un fardeau important quand même pour un conseil d'administration de venir dire j'ai pas fait tel travaux qui devait être fait à tel moment pour telle raison. On dit ça comme si c'était simple, là. C'est beaucoup de travail. Effectivement, l'administrateur a une grande responsabilité, le gestionnaire également, mais il se doit vraiment de respecter le programme d'entretien qui est établi par le professionnel. En fait, dans votre carnet d'entretien, il faut conserver tous les contrats de garantie, les manuels d'entretien, les contrats, en fait, qui ont été également octroyés à vos fournisseurs de services pour la réalisation de ces travaux. Et puis, il faut conserver à même votre carnet d'entretien toutes les inspections et les expertises qui auront été réalisées. Donc, ce qu'on en retient, ce qu'on peut voir là, dans le carnet d'entretien, c'est que c'est pas un simple programme, mais c'est vraiment un outil à la préservation de l'immeuble. C'est de la job à temps plein pour un conseil d'administration. C'est pas facile, mais une fois que c'est structuré puis vous avez les bons outils, c'est juste une question de les réaliser et de conserver une traçabilité. Alors, carnet d'entretien, une des premières pierres angulaires de ce règlement-là. Évidemment, vous poserez vos questions. J'imagine que vous en avez plusieurs. Il y a énormément de points sur lesquels on pourrait évidemment se pencher et on le fera. Autre élément extrêmement important de ce règlement-là qui entre en vigueur à partir du 14 août 2025, mais délai jusqu'évidemment de 3 ans, comme mentionné, jusqu'au 15 août 2028, avec un système d'équivalence, le même d'ailleurs que pour le carnet d'entretien. Donc, ce que mes collègues viennent de vous mentionner relativement au carnet d'entretien. Même chose pour le système d'équivalence et adoption.
pour l'étude de fonds de prévoyance. Mais revenons rapidement un peu, qu'est-ce que l'étude de fonds de prévoyance? Alors, premièrement, l'étude de fonds de prévoyance, oui, c'est une nouvelle obligation, mais le fonds de prévoyance, il n'y a rien de nouveau à ça. Le fonds de prévoyance, c'est une obligation, un des 3 comptes que le syndicat dont il doit se doter pour évidemment constituer les fonds nécessaires pour la réparation, les réparations majeures et le remplacement des parties communes de l'immeuble. Donc, c'est ça l'objectif du fonds de prévoyance, tout simplement. Et l'étude de fonds de prévoyance, qui ici vous fera mention de qu'est-ce que ça contient, mais ultimement, là, c'est un outil, c'est un rapport qui, par la suite, va servir au conseil d'administration qui va se rencontrer, un conseil, qui dit, bon, ben, voici les recommandations. Et à partir du 14 août 2025, ce qu'on vient dire, c'est lorsque vous avez ce rapport-là, cette étude de fonds de prévoyance-là qui vous donne une recommandation sur combien il faut cotiser pour correctement remplacer et réparer vos parties communes, vous devez le respecter. Ce n'est pas un choix, c'est maintenant une obligation de le faire. Alors, il y a en fait, actuellement, parce que ce n'est pas encore en vigueur, c'est 5 des contributions aux charges communes. Le minimum auquel on peut cotiser à titre de conseil d'administration et plus globalement de syndicat. Aujourd'hui, ça va être selon les recommandations de l'étude de fonds de prévoyance, puis honnêtement, on peut, je pense, se mouiller et dire que ça va être beaucoup plus élevé que le 5 qui est prévu actuellement. Donc, évidemment, une charge importante de plus pour les copropriétaires, mais une stabilité financière également de plus, parce qu'ultimement, ce qu'on essaye d'éviter avec cette étude de fonds de prévoyance-là, c'est des cotisations spéciales à la pièce qui sont malheureusement trop fréquentes. Donc, je vais peut-être préciser un élément pour l'étude de fonds de prévoyance. Parce que là, vous dites, OK, très bien, ça prend 3 ans. Mais concrètement, là, quand je l'ai, j'ai combien de temps ensuite pour aller cotiser le montant d'argent? Et quand je vous parlais du corpus juridique important, le nouveau règlement adopté ne vous dit rien par rapport à ça. Il faut regarder la loi 28 qui, elle, dans ses dispositions transitoires, vous donne la réponse que je vous donne à l'instant. Alors, lorsqu'on a une étude de fonds de prévoyance, il faut cotiser à la hauteur des recommandations dans les 30 jours suivant la première assemblée annuelle tenue suivant l'obtention de la première étude. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que j'obtiens l'étude, j'obtiens, mettons, dans 60 jours, dans 90 jours, mon assemblée générale. Dans les 30 jours de la tenue de cette assemblée-là, il faut que les cotisations ou en fait, les charges mensuelles accotent les recommandations du professionnel qui a fait l'étude. Et plus poussé que ça encore, si au moment de la réception de l'étude de fonds de prévoyance, vous vous rendez compte que votre fonds est insuffisant, ce qui risque d'être le cas de la plupart des copropriétés, vous avez 10 ans pour vous rendre au montant qui est recommandé. Donc, on donne quand même un certain lousse, une certaine flexibilité. Il faut respecter ce que l'étude de fonds de prévoyance vient vous dire, mais quand même un 10 ans pour arriver au montant. Oui, puis au niveau des scénarios de contribution, votre expert devrait vous faire ce scénario de rattrapage si nécessaire. Donc, par exemple, chez Regisco, ce qu'on va faire, c'est on va proposer une contribution qu'on appelle linéaire. Donc, on rattrape le temps perdu, le montant qui est à rattraper là, en une année, ou sinon, on va proposer un scénario qu'on appelle un scénario de rattrapage sur 10 ans. Donc, ça permet au syndicat d'établir son budget en fonction de l'expertise. Et il y a vraiment aussi une distinction à faire avec le carnet d'entretien sur la fréquence que vous devez obtenir. Oui, absolument. Oui. Cette étude-là, en fait, l'étude de fonds de prévoyance, contrairement au carnet d'entretien, c'est tous les 5 ans. Donc, il n'y a pas de distinction à savoir si vous êtes 8 unités, si vous êtes une copropriété horizontale, vous devez obtenir à tous les 5 ans. C'est vraiment une des nuances là, qui ont été faites, qui ont fait le choix, en fait, que ça soit fait à tous les 5 ans. Puis je vais faire le pont avec le carnet d'entretien. C'est pour ça que c'est important de maintenir le carnet d'entretien à jour, d'aller répertorier tous les travaux que vous avez réalisés, parce que l'expert qui va revenir dans 5 ans, refaire la révision de votre étude de fonds de prévoyance, va aller voir vos pièces justificatives ou ce que vous avez noté dans votre carnet d'entretien pour actualiser les projections financières et actualiser les contributions qui sont à faire. Donc, basé sur le carnet d'entretien, parce qu'il n'est pas obligatoire d'aller refaire une inspection à ce moment-là si c'est aux 10 ans qu'ils doivent refaire le carnet d'entretien. Alors, carnet d'entretien, étude de fonds de prévoyance, autre élément commun qui n'est pas nouveau, ceci étant dit, c'est applicable depuis quelques années déjà, mais doit être en français. Donc ça, je pense que ça faut quand même le mentionner là. C'est pas un nice to have, c'est un must to have, pour pas dire en anglais. Il faut avoir une étude de fonds de prévoyance et carnet d'entretien en français. Tous les documents produits par le conseil d'administration
et qui émanent du syndicat doivent être en français. Possibilité de traduire, évidemment, pour simplifier la vie. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait. On traduit par la suite une version peut-être non officielle ou... Oui, effectivement. En fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on traduit juste la version des contributions. Donc, OK. comme ça, ils sont capables de transmettre la recommandation de l'expert au niveau des contributions à tout copropriétaire, qu'il soit anglophone, francophone. Mais le rapport, pour notre part, il est rédigé en français. Alors, études de fonds de prévoyance, c'est ce qui fait évidemment pour mon côté au niveau des obligations un peu le tour. Je veux juste, avant qu'on rentre plus dans le contenu, discuter d'une situation particulière parce que là, depuis le début, on vous parle d'obligations pour les syndicats qui sont existants et qui ont eu leur assemblée de transition. Mais c'est possible qu'il y en a des gens qui nous écoutent actuellement et qui sont dans des situations où ben, il n'y a pas eu d'assemblée de transition. Ce que ça veut dire, c'est que le promoteur n'a pas passé les pouvoirs, il n'y a pas eu de passation de pouvoir au nouveau conseil d'administration constitué normalement de copropriétaires. Donc, qu'il n'y a pas encore 50 plus 1 des unités qui ont été vendues. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qui se passe avec ce nouveau règlement-là pour les gens dans cette situation particulière-là? Deux choses. Première des choses, c'est que lors de l'Assemblée de transition, à partir du 14 août 2025, obligation pour le promoteur, dans les 30 jours de l'Assemblée de transition, de transmettre carnet d'entretien et études de fonds de prévoyance. Ce que ça veut dire, c'est que pour les nouvelles constructions, il faut que le promoteur prennent à sa charge l'étude de fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, ce qui est d'autant plus pertinent parce que des fois, ça peut être assez long comme période. L'administration provisoire par le promoteur peut durer 2, 3, 4 années. Donc, c'est important de se constituer pour le promoteur. En fait, c'est pas important, c'est obligatoire de le faire. Et plus que ça, il y a une incitation pour que le promoteur le fasse parce que ce qu'on vient édicter avec le nouveau règlement qui entre en vigueur, encore une chose qui n'était pas dans le règlement lorsque vous le lisez, mais qui entre en vigueur avec le dépôt de ce règlement-là, ben, c'est l'obligation pour le promoteur de cotiser à 0,5 de la valeur de reconstruction au fonds de prévoyance, à moins d'avoir l'obtention d'une étude de fonds de prévoyance. Donc, ça force évidemment, ça l'incite pour pas dire le promoteur à aller chercher une étude de fonds de prévoyance qui normalement va être moindre. Les montants, les recommandations à suivre vont être moindres que 0,5 de la valeur de reconstruction, qui est assez important. Donc, ici, parle-nous un peu du contenu là, de cette étude de fonds de prévoyance-là. Oui, donc je ne sais pas si on l'a mentionné, mais au niveau de la réalisation du fonds de prévoyance, donc c'est les mêmes professionnels qui sont autorisés à réaliser l'étude de fonds de prévoyance, mais on ajoute également les professionnels comptables qui peuvent faire les révisions au niveau financier. Mais évidemment, tout doit partir du carnet d'entretien qui part d'un inventaire, donc d'une inspection avec l'état des équipements pour par la suite établir le prochain moment, en fait, la durée de vie restante des équipements de votre copropriété pour établir la liste des travaux de réparation et remplacement majeurs. Donc, je le reprécise, ça part de la déclaration de copropriété pour établir les parties communes et les parties communes à usage restreint qui sont de la responsabilité du syndicat de copropriété à contribuer dans le fonds de prévoyance parce qu'ils devront coordonner les réparations et remplacements de ces équipements en temps et lieu en fonction de l'expertise. Donc, le contenu, c'est l'inventaire avec la durée de vie de la composante, la durée de vie restante avec l'estimation des coûts pour ces futurs travaux. Et par la suite, on devra partir du solde de votre fonds de prévoyance. Donc, si vous n'avez pas de fonds de prévoyance en date d'aujourd'hui, on va partir d'un solde de zéro et établir des contributions qui vont permettre de maintenir un flux monétaire positif, qui vont permettre d'avoir suffisamment d'argent quand viendra le moment de réaliser ces travaux-là. Et si vous avez déjà un solde, on part de ce solde-là pour établir les projections. On a précisé dans le règlement également que c'est un minimum de 25 ans. Donc, votre expert pourrait aller au-delà s'il juge nécessaire, au-delà des 25 ans au niveau du programme des travaux. Et comme je le mentionnais tantôt, ultimement, l'objectif, c'est vraiment d'établir le montant qui va être à contribuer et vous pourriez avoir certains scénarios qui sont proposés, soit un scénario linéaire ou un scénario de rattrapage. Et le conseil d'administration qui reçoit l'expertise doit se baser sur les recommandations. Donc, ils sont dans l'obligation, là, pas nécessairement de contribuer au dollar près, mais ils doivent être capables de justifier pourquoi. Et parfois, on va peut-être proposer certaines cotisations spéciales, mais ultimement, le but, c'est d'assurer une équité intergénérationnelle. Donc, chaque propriétaire utilisateur dans le temps contribue à la hauteur de son utilisation et c'est pour ça que l'étude de compréhension est obligatoire maintenant. Alors, les deux premières pierres angulaires, la troisième, qui est l'attestation du syndicat de ce règlement-là, qui entre en vigueur, elle, le 14 août 2025, donc dans 2 semaines. Je pense que c'est elle qui a fait couler peut-être le plus d'encre présentement. Surprenamment, oui, parce qu'on parle tout le temps du carnet d'entretien de fonds de prévoyance, mais là, c'est l'attestation qui retient l'attention.
qu'est-ce que l'attestation du syndicat? Essentiellement, c'est pour ceux qui ont évidemment été dans le processus d'un achat ou d'une vente, ce qu'on appelle le DRCOP dans le marché, demande de renseignement du syndicat bonifié. Donc, c'est un document, la DRCOP qui existe déjà, qui est utilisé, un modèle de l'OACQ, qui est utilisé par les courtiers pour transmettre, en fait, demander au syndicat les informations. Ben, l'attestation, c'est la version bonifiée, évidemment plus, je pense, plus détaillée, qui demande évidemment plus de travail également pour le syndicat, où on a une liste, en fait, de différents éléments pour avoir une transparence. Pour le représentant acheteur, lorsqu'il fait son offre et lorsqu'évidemment le vendeur met en marché, ben, on sait c'est quoi les problématiques avec la copropriété, on sait l'étude de fonds de prévoyance prévoit quoi, on sait si elle est respectée, on sait s'il y a des sinistres dans l'unité, donc énormément d'éléments, là, mais c'est une obligation qui rentre en vigueur le 14 août 2025, donc qui vient extrêmement rapidement. Il n'y a pas de délai ou de période tampon comme les autres obligations. Ça arrive tout de suite. Et il y a déjà des outils qui existent sur le marché qui vous seront transmis après la présentation. Donc, le Regisco également, là, qui a préparé un formulaire à remplir là, pour vous aider à préparer cette attestation. Donc, formulaire qui est gratuit. J'imagine qu'il existe d'autres outils du même type également, mais donc vous pourrez avoir le bénéfice. Donc, évidemment, cette attestation du syndicat-là, il y a deux questions qui se posent principales, puis justement qui font couler de l'encre, là, à savoir, OK, mais à quel moment moi je peux la demander quand je vends? Puis ensuite, est-ce qu'à titre de syndicat, je dois la mettre à jour à chaque fois? Alors, premier point, à savoir à quel moment le vendeur peut la demander. Donc, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours. Alors, la position qu'on va maintenir aujourd'hui va être de dire que l'attestation doit être transmise au moment où le vendeur la demande à son syndicat. Pour la petite histoire, là, après avoir vérifié dans les différents commentaires du ministre, l'article sur l'attestation c'était 1072.2. Donc, c'est un article complètement séparé à ce qu'on a aujourd'hui. On a fait un amalgame des deux articles, mais la genèse même de l'article, c'était que l'attestation soit transmise sans aucune autre condition. Et lorsqu'on lit l'article 1068.1, sans rentrer dans un débat juridique, il n'y a pas de condition additionnelle. Donc, la position qu'on va vous soutenir aujourd'hui, c'est que le syndicat en fait, doit transmettre dans les 15 jours de la demande du vendeur sans avoir à vérifier la promesse d'achat. Donc, ce n'est pas conditionnel l'un à l'autre. L'autre question qui se pose, c'est savoir, OK, moi, syndicat, c'est de la job. Est-ce qu'à chaque fois, je dois faire la modification? En fait, le point de l'attestation, c'est de refléter la situation au moment où l'attestation est bien sûr signée. Je vous donne l'exemple. Par exemple, on est le 15, par exemple, le 15 août, vous signez une attestation, vous remplissez une attestation et il y a eu un sinistre au préalable. Et souvent, l'exemple qu'on va voir, c'est de dire, ben, si par exemple, parce il y a certaines personnes qui peuvent prétendre que peut-être on peut le faire une fois à l'an. Ben, en fait, ce que nous, on vous recommande, c'est bien sûr de la faire et ensuite de la mettre à jour. Parce que le scénario qu'on peut voir et qu'on anticipe, c'est de dire, ben, si par exemple, j'ai signé une attestation le 15 mars et qu'il y a une vente qui se produit le 30 juin et entre-temps, entre le 15 mars et le 30 juin, il y a eu un sinistre dans l'unité concernée parce que c'est une des choses que vous devez déclarer, sinistre dans la partie privative ou bien sinistre dans les parties communes. Ben, vous devez le divulguer. Donc, si vous remettez une attestation qui ne fait pas état de la situation, pour nous, on pense que c'est problématique, malgré le fait que, bon, vous avez une attestation qui est datée avec la date, donc on peut en débattre en disant, ben, à ce moment-là, non, il n'y avait pas de sinistre, mais il faut comprendre que l'essence même de l'attestation, c'est de refléter la situation. Parce que si vous signez une attestation en début d'année, par exemple le 2 janvier, et que vous avez une vente qui se produit le 30 décembre, ben, on s'entend qu'il y a presque un an qui s'est écoulé. Donc, ça serait un peu, à mon avis, à l'encontre de la raison d'être de l'attestation, qui est de donner un portrait de la situation. C'est un peu le même principe que les DRCOP qui sont remplis là, au moment où il y a une vente. Absolument. L'élément le plus particulier pour l'attestation, ton côté, Kessine? On voit, oui, je pense. On est déjà à 30 minutes? Oui, on est déjà à 30 minutes. C'est le son de la cloche, je pense. On est sauvé par la cloche. On a des questions. Rapidement, donc écoutez, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, j'ai plusieurs points à vous faire mention que ma collègue me montre et je vais essayer de les énoncer de la meilleure façon possible. Donc, alors, première des choses, pour ce qui est de la vidéo actuellement sur laquelle vous nous écoutez, il y aura un replay, donc une possibilité de réécoute disponible dès demain sur YouTube. On vous invite évidemment à nous suivre sur nos différents réseaux. Donc, pour ce qui est de Grand Prix Jolicoeur, nous avons une infolette.
On a un LinkedIn, évidemment, tous les réseaux sociaux de base, nous les avons et on transmet évidemment beaucoup d'informations gratuitement également du côté de Casey, les réseaux sociaux de Regisco. Restez connectés pour l'attestation. Elle vous sera envoyée. Je ne sais pas dans quel délai exactement, mais pour ce qui est du lien avec l'attestation de Regisco. Nos prochaines formations sont dès le mois prochain, septembre, c'est ce que je comprends très bien. Alors, dès septembre, on reprend les speed condo. On est en période d'été, mais même en vacances, on est là pour répondre à vos questions. Balado Condo également, ma collègue Maître Marie-Cécile Bodéus vous offre des petites capsules à écouter si jamais vous êtes en auto, si jamais vous courez, vous marchez avec votre chien. Apple Podcast, vous pouvez écouter Balado Condo très rapide, très convivial. Et également, ce que vous voulez tous, des conseils gratuits, 15 minutes gratuits offerts par la Sécu et DGC, les calendriers qu'on appelle. Alors, vous pouvez contacter autant la Sécu que de Grand Pré Jolicoeur. Alors, c'est ce qui conclut notre Speed Condo d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous. Merci à Casey de s'être joint à nous. Et merci évidemment à ma collègue Francesca. Merci beaucoup.